Bonjour Stéphane Le Foll, Bonjour. Député socialiste, ancien ministre. Hommage national donc aujourd'hui aux Invalides, aux victimes des attaques de Carcassonne et de Trèbes. Vous y serez. Quel est le sens d'une telle cérémonie? Le sens d'une telle cérémonie, c'est d'abord de se rappeler qu'il y a eu des victimes dans un attentat terroriste. C'est de leur rendre hommage. Et puis en même temps, c'est de rendre hommage à ce qu'on peut appeler le dévouement, à ce qu'on doit appeler l'honneur, le sens du devoir. C'est ce qu'a fait le lieutenant-colonel Arnaud Bertrame. Et cette cérémonie, elle est là pour rappeler ces valeurs. Dans un monde, on le sait, où l'individualisme est quand même une réalité, rappeler que dans nos sociétés, l'engagement pour les autres, l'engagement pour l'intérêt général, l'engagement pour des causes qui dépassent sa propre vie personnelle, eh bien c'est une manière de dire que les sociétés humaines n'ont de cohérence, de sens, que s'il y a aussi cette prise en compte. Donc je pense que c'est très important de le faire. C'est un vrai héros, Arnaud Bertrame? C'est un héros au sens où, je vous l'ai dit, il a rappelé ce qu'était, je l'ai dit, le sens de l'honneur, la loyauté, le dévouement, l'engagement, le dépassement de soi-même. L'idée même que sa personne, et c'est ce qui s'est passé malheureusement, était moins importante que la cause qu'il devait servir. Eh bien, tout ça, c'est des messages très forts que cet homme, par son engagement personnel, et depuis longtemps, puisqu'on apprend quand même au fur et à mesure que sa carrière a été marquée justement par cet engagement total, eh bien, c'est très important de le rappeler, c'est très important d'avoir ces moments de recueillement, c'est très important de le mettre à l'honneur, lui, dans ce qu'il a fait, même si aujourd'hui, c'est devant un cercueil qu'on va se recueillir. Qu'est-ce qu'on peut attendre du discours du chef de l'État? Écoutez, j'imagine qu'il va rappeler ce qu'est la lutte contre le terrorisme. J'imagine qu'il aura aussi des mots forts pour toutes les victimes, et puis qu'il mettra à l'honneur, comme je l'ai fait, ou comme il le fera avec ses mots, ce lieutenant-colonel. Pour marquer aussi que dans une république, dans une société comme la nôtre, je vous l'ai dit, ceux qui servent l'État, ceux qui sont au service des autres, eh bien, méritent d'être mis justement en valeur, et je crois qu'il le fera dans son discours, mais je ne sais pas ce qu'il dira. Vous étiez ministre en 2015 et vous étiez proche de François Hollande. Pour un chef de l'État, quelle est la mission quand on est face à ce genre de tragédie? Écoutez, moi je me souviens de manière très précise de ce qui s'est passé en particulier en 2015, en novembre, puisque j'étais au Stade de France avec le président de la République et que je suis rentré ensuite au Conseil des ministres qui a suivi et qui a vu sur proposition du Premier ministre la mise en place de l'état d'urgence. Et au moment où on est réunis, il est 11h30 minuit, il n'y a toujours pas la fin de l'assaut au Bataclan. Donc on ne sait pas combien il y aura de victimes. Et on mesure à ce moment-là qu'on est devant la responsabilité ultime lorsqu'on est à la tête de l'État, et pour le président de la République et le Premier ministre à l'époque, celle qui consiste à lutter à un moment où il y a des morts, des attentats terroristes avec, et on ne le savait pas encore, même si on savait qu'il y avait un des terroristes qui devait être encore en train de se déplacer dans Paris, le risque qu'il y avait, et on mesure à ce moment-là ce qu'est le sens de la responsabilité, de prendre des décisions et d'assurer ensuite l'unité de toute la nation. C'était quand même ça qui pesait ce soir-là. Donc je l'ai vécu de manière directe, et j'en garde bien entendu un souvenir qui restera indélébile. Alors il y a aussi une polémique. Laurent Wauquiez a dénoncé la coupable naïveté du chef de l'État et il demande le rétablissement de l'état d'urgence, l'expulsion des fichiers S étrangers et l'internement des autres, des plus dangereux. Qu'est-ce que j'en pense? D'abord, je pense que les interventions de Laurent Wauquiez aujourd'hui, qui se succèdent, puisqu'il vient de proposer... Oui, une nouvelle chose, créer un délit de haine de la République. Voilà, c'est quelqu'un qui cherche à occuper l'espace, et avec des propositions, au fond, qui sont toujours plus radicales les unes que les autres. Je rappellerai à Laurent Wauquiez et à nos auditeurs que le terroriste de l'attentat de Nice n'était pas fiché S. Donc on a aussi un problème qui est justement
à la fois sur le renseignement, mais d'une menace qui est assez diffuse, avec des individus qui peuvent passer à l'acte, avec, comment dirais-je, des symptômes qui ne sont pas toujours évidents à repérer. Et qu'il faut garder à la fois cette fermeté qui est celle que nous avons mise en place, avec des moyens qui doivent être donnés pour agir. Et malheureusement, à chaque fois, il faut être capable aussi d'en tirer des conséquences. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a fait que ce terroriste a pu, alors qu'il était repéré, alors qu'il allait être convoqué, et passer à l'acte? Et donc là, il faut qu'on puisse tirer à chaque fois les enseignements, renforcer les moyens, avoir encore plus de capacité à agir et à repérer les choses, avoir un renseignement aussi qui puisse se diffuser au sein même des lieux sur lesquels il peut y avoir des suspicions. Bon, tout ça, c'est à la fois une stratégie, elle est en place, c'est des moyens, il faudra toujours les renforcer. Et puis c'est une bataille idéologique aussi et politique contre ceux qui professent la haine de la République. Mais vous savez que Manuel Valls, donc, qui était le Premier ministre du gouvernement, lui n'est pas hostile, semble-t-il, à cette idée d'interner les fichés S les plus dangereux. Il veut également clairement qu'on interdise le salafisme. Il a raison? Oui, mais là, je crois qu'il n'a pas raison. Je vais être très clair. Je pense qu'il a été Premier ministre, et il le sait d'ailleurs, puisque ces questions ont été posées. Les réponses juridiques, elles ont été données. On ne peut pas interner des gens sans qu'il y ait des preuves. Et sur la question des fichiers S, on le sait, c'est une manière aussi de surveiller. Mais dès que vous indiquez à ceux qui sont surveillés qu'ils sont surveillés, vous perdez la capacité que vous avez justement à les surveiller. Donc tout ça me paraît quand même aller suite à ce qui s'est passé et sur lequel il faut qu'on tire un certain nombre d'enseignements, d'aller là où on ne répondra pas à la question, qui est prévenir, éviter les attentats. En même temps qu'on a une capacité à connaître une partie de ceux qui peuvent ou qui pourraient passer à l'acte. Autre sujet, triste concours de circonstances, il y a également aujourd'hui des marches blanches contre l'antisémitisme après l'assassinat de Mireille Knoll. Il y a un vrai problème d'antisémitisme en France? Il y a un problème qui existe et depuis malheureusement longtemps. Moi je l'entends depuis longtemps. Et il faut qu'on soit là aussi extrêmement déterminé, ferme et clair. Il ne peut jamais y avoir un mot qui laisserait entendre qu'il n'y ait pas justement cet antisémitisme qui existe et contre lequel il faut constamment lutter et contre lequel il faut constamment s'insurger. C'est un point majeur parce que dans ces batailles, là encore, ce sont des batailles au long cours. C'est quelque chose qui est dans une société culturellement porté par certains. Donc moi, je suis, par rapport à cet acte antisémite, ce crime qui a eu lieu de cette vieille dame qui avait échappé à la rafle du Veldiv, et c'est vrai que tout ça prend aussi une charge symbolique encore plus forte, eh bien il faut être effectivement déterminé et clair pour les condamner, pour faire en sorte que ceux qui sont les auteurs de ces crimes soient évidemment condamnés, et puis surtout toujours rappeler cette bataille qu'on doit conduire contre l'antisémitisme et contre le racisme de la même manière et de manière plus globale et générale, et contre la haine de manière encore plus globale, parce que la haine est toujours derrière tous ces actes qui sont racistes et antisémites. Alors, le gouvernement multiplie les réformes dans tous les domaines, économiques, social, société, avec encore hier l'école dès l'âge de 3 ans. Est-ce que vous lui donnez acte qu'il agit et qu'effectivement il fait des réformes qui n'ont pas été faites souvent depuis très longtemps? D'abord, sur la question des 3 ans, je voudrais rappeler que c'était déjà bien engagé, puisque plus de 90% des enfants sont scolarisés à 3 ans. Là, maintenant, ce sera tout le monde. Bon, ça sera tout le monde, c'est rendu obligatoire. Non, je dis simplement parce qu'on donne l'impression, et ce gouvernement, dans les termes qui sont utilisés, en particulier par le Premier ministre, avec cette idée du nouveau monde, que tout arriverait aujourd'hui. Même les résultats, je voyais Monsieur le maire hier, de la croissance et les bons résultats de l'économie française, c'est l'élection d'Emmanuel Macron. Alors que tout le monde sait que si ça s'est bien passé en 2017, puisqu'il s'agit de 2017, déjà la moitié de l'année, c'est pas Emmanuel Macron. Mais il y a la deuxième moitié qui était Emmanuel Macron. Soit. Et puis toutes les mesures économiques, il a lui-même d'ailleurs dit que ces mesures qu'il avait prises auraient un impact que dans 2 ans.
Donc si j'entends ce qu'a dit le président de la République lui-même, eh bien les 2 années qui m'ont précédé, celles dans lesquelles nous sommes, ce sont donc les résultats des mesures précédentes. Il y a une espèce de forme de... Voilà, comme ça, qui laisse penser qu'il ne s'est rien passé avant et que tout arrive aujourd'hui. Deuxième point, réformer est nécessaire lorsqu'il y a un objectif. Là, sur la question de la scolarisation à 3 ans, c'est très important. C'est la lutte contre l'échec scolaire, qui est contradictoire avec ce qui a été décidé, et on l'oublie, par le président de la République et le ministre de l'Éducation nationale, qui a consisté à revenir des 4 jours et demi aux 4 jours. La France va être le pays... Il y a eu d'autres mesures. Il y a eu les 12 élèves par classe. Mais attendez, les 12 élèves par classe concernent 2600 classes. Tout le pays, sauf quelques exceptions, repasse à 4 jours. Quel est le résultat de tout ça? C'est que la France, en moyenne, aura 140 jours de classe par an, par élève. Quand, dans tous les pays de l'OCDE, on est à 180 jours. Ce retard, il ne se rattrapera pas. Alors, il y a donc là, c'est contradictoire. Comme quoi, une réforme... Vous me dites, est-ce que je donne quitus? Oui, sur la scolarisation à 3 ans, même si, je vous l'ai dit, elle était déjà engagée. Mais moi, je conteste fondamentalement la décision bien plus importante qui a été prise et qui passe à l'as, qui a été de revenir à 4 jours, même s'il fallait réorganiser les 4 jours et demi, même s'il y avait des choses à améliorer. Mais là, on perd un atout majeur pour pouvoir éviter l'échec scolaire. Alors, il y a quand même toutes les autres réformes, et notamment celle de la SNCF. Oui. Alors, vous êtes contre, vous êtes allé, enfin pas vous, mais enfin vous peut-être aussi, en tout cas Olivier Faure, qui est le prochain premier secrétaire, est allé manifester. Il a été très mal reçu. Regardez ce qui s'est passé. Repartir en avant pour la SNCF, notamment la dette insupportable qu'elle a à supporter du fait des investissements qui ont été réalisés par les différents gouvernements. Voilà, à bas le Parti Socialiste, PS, MEDEF, salaud, pourri, c'est humiliant, non? C'est d'abord, moi j'aurais condamné d'abord ceux qui ont ces propos. Parce que ceux-là, on ne leur parle jamais, mais c'est souvent ceux-là qui d'ailleurs sont violemment opposés au Parti Socialiste, l'ont toujours été, toujours. Parce qu'aujourd'hui, comme ailleurs, j'ai même entendu, alors c'est la tradition, les social traîtres, vieille histoire, vieille tradition. Donc tout ça... je le condamne. C'est l'image. Est-ce qu'il fallait aller à cette manifestation dans ces conditions-là? Ça, c'est un autre sujet. Bah oui, mais c'est le sujet aussi. Mais ça, c'est un autre sujet. C'était la manifestation des cheminots, alors qu'il y avait de manifestation des fonctionnaires. Que sur la question des cheminots, je le rappelle, ce que nous avons fait, c'est de recréer une unité entre réseau ferré, entre SNCF Mobilité et les gares, avec des établissements publics. Donc les socialistes n'auraient pas dû aller à la manifestation des cheminots? Avec des établissements publics. Et donc, nous avions fait des réformes, là. On veut à nouveau réformer avec une société anonyme qui est, pour moi, la voie ouverte à un risque de privatisation. Qu'est-ce que ça dit du Parti Socialiste quand on voit ces images? Mais qu'est-ce que ça dit qu'aujourd'hui, dans une manifestation, vous avez, et ceux qui ont manifesté contre le Parti Socialiste et qui l'ont insulté, ce sont des gens qu'on a connus, il n'y a pas si longtemps, qui étaient fondamentalement opposés, radicalement opposés, qui sont encore en train de jouer, d'utiliser social trade. Donc de toute façon, sur ces personnes-là, il n'y a rien à faire. Mais donc il ne fallait pas aller à la manifestation. Mais si on devait, et on doit, et l'appel à manifester est tout à fait légitime, si on doit aller manifester, il faut aussi savoir où on va manifester, pour faire en sorte que la présence du Parti Socialiste soit à la fois marquée, et éviter de toute façon de rencontrer des gens qui, donc, par définition... Il y a une erreur dans... Je ne sais pas s'il y a une erreur, moi je ne vais pas faire de commentaires. Vous avez l'air de dire quand même. Mais je ne vais pas aller au-delà de ce que je viens de dire. Je ne suis pas là pour donner des bons ou des mauvais points, c'est suffisamment compliqué. Par contre, je condamne ce qui a été fait par ceux qui ont jeté ces insultes comme d'habitude. La CGT appelle à une nouvelle manifestation le 19 avril, il faut y aller? Ah mais, pour ce qui me concerne, je l'avais dit, les manifestations n'ont de sens que si elles sont unitaires. Donc là, on peut être présent. À chaque fois qu'il n'y a qu'un seul syndicat, j'entends quand même. Et rappelez ça. Hein, ce sont les syndicats qui appellent à manifester. On peut rejoindre une manifestation lorsqu'on pense, et c'est le cas en particulier sur la fonction publique, qu'il y a des choses qui sont faites qui vont contre les fonctionnaires. Et nous avons fait beaucoup de choses. Et à partir de là, on peut manifester. Mais on ne peut pas non plus donner l'impression qu'on suit un ou
un autre ou deux syndicats par rapport aux autres. C'est l'unité syndicale qui compte. Alors, il faut tout reconstruire au Parti socialiste, retrouver une base idéologique, retrouver une stratégie, des alliances. Le Parti socialiste peut disparaître? Il faut tout refaire, tout repenser? Mais je pense que le Parti socialiste, en tant que parti, il a un risque comme tous les autres partis, effectivement. Alors de disparaître... Mais plus particulièrement que les autres, non? Plus particulièrement que les autres. Et à voir, la gauche a par contre une histoire, et les idées socialistes, elles restent. Donc la question qui est posée, c'est pas est-ce que l'organisation politique va disparaître? La question qui est posée, c'est comment les idées socialistes et social-démocrates sont incarnées. C'est ça la question. Et moi, j'écrirai un texte avant le Congrès, justement pour essayer de porter ces idées. Après, le Congrès a décidé de qui serait premier secrétaire, et ça sera Olivier Faure, puisque l'élection aura lieu demain soir. Mais moi, je continuerai un débat sur qu'est-ce qu'est la social-démocratie, qu'est-ce qu'est le socialisme français, quel est son sens aujourd'hui, et quelles sont les idées qu'on porte, et qui existent. Il y a des gens, je les vois, je les rencontre, qui tous les jours nous disent, mais... Alors, qu'est-ce qui va se passer entre Macron et ses décisions fiscales et puis Mélenchon et ses postures? Vous avez vu que les jeunes socialistes, avec le leader Roxane Lundi, ont quitté le Parti socialiste? Oui, mais au moins, moi j'ai été dans tout le Congrès pour une clarification. Donc ça va plutôt... Oui. Pour une clarification. Ceux qui pensent que c'est Benoît Hamon qui a raison n'ont pas de raison de rester au Parti socialiste. S'ils le pensent, il faut qu'ils aillent avec Benoît Hamon. Clarté. Donc ça ne me dérange pas que la gauche du Parti socialiste s'en aille. Ça ne me dérange pas. C'est un choix de responsabilité et de clarté. À force d'être dans tous les jeux possibles, on n'est nulle part. Et c'est ça la question qui est posée. Et moi, pendant tout le débat du Congrès, c'est ce que j'ai porté, la clarté. Parce que je pense qu'on en a besoin. On ne sera entendu par les gens, et les Français surtout, que si on est clair. Voilà, donc que madame, comment elle s'appelle, Roxane Lundi souhaite s'en aller. Par contre, là où il y a un vrai souci, c'est qu'elle ne laisse pas penser que c'est tout le MJS qu'elle emmène. D'accord. On termine vite parce qu'il reste d'autres jeunes socialistes. Qu'une minute avec Paris, avec Anne Hidalgo qui est en difficulté. Selon un sondage, elle serait même battue. On dit que même, non seulement on dit, mais Christophe Castaner a laissé entendre qu'il avait vraiment des visées sur Paris. Il y a même des rumeurs qui disent que Ségolène Royal pourrait se présenter. Oui, moi, je voudrais apporter mon soutien à Anne Hidalgo dans une période qui est difficile. Elle a fait des choix qui sont extrêmement difficiles, en particulier sur la voiture à Paris, qui pose des questions, des problèmes à beaucoup de monde, mais elle fait ses choix avec un objectif. Là aussi, c'est l'intérêt général, la question de la pollution de l'air. Donc, il faut, et moi, en tout cas, c'est très clair, je soutiens Anne Hidalgo aujourd'hui, dans ces moments où elle a besoin de ses soutiens et elle a surtout à être confortée dans la ligne qu'elle suit. Merci Stéphane Le Foll. Merci à vous.